C'était une journée ordinaire au Louvre, jusqu'à ce que tout bascule. Le 19 octobre 2025, un groupe de voleurs en tenue de chantier s'est faufilé dans la galerie d'Apollon et a disparu quelques minutes plus tard, laissant derrière lui des vitrines vides et des gardes abasourdis. En moins de 8 minutes, dont seulement 4 passées à l'intérieur, ils ont subtilisé 8 pièces des joyaux de la couronne de France, estimées à 88 millions d'euros. Comment cela a-t-il pu se produire? Tentons d'éclaircir le mystère. Nous sommes le 10 octobre et les malfaiteurs débutent par la ruse. Sous un faux prétexte, ils réussissent à s'emparer d'une nacelle élévatrice. Selon la procureure de Paris, ils organisent un rendez-vous avec l'entreprise propriétaire du camion puis repartent avec, usant de menaces. L'entreprise dépose plainte pour vol dans la commune de Louvre, dans le Val d'Oise, à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Le nom intrigue, sa similitude avec celui du musée est-elle fortuite? Le 19 octobre, le musée ouvre comme à l'accoutumée à 9h. 30 minutes plus tard, des voleurs déguisés en ouvriers de rénovation stationnent un camion muni d'un monte-charge. Un spectacle courant à Paris, sur le trottoir au pied du Louvre. Ils installent des cônes de signalisation pour donner l'illusion d'une opération de maintenance. Puis, 2 d'entre eux montent par une échelle jusqu'à un balcon et pénètrent à l'intérieur par une fenêtre. 4 minutes plus tard, les 2 malfaiteurs s'introduisent à l'extrémité sud de la galerie d'Apollon. Dans la salle de contrôle, une alarme retentit soudain. Un membre du personnel prend la radio et prévient le centre de commandement. Des intrus ont pénétré au Louvre. 1 minute s'écoule. Les voleurs sortent des disqueuses et sciant le verre de 2 vitrines pour s'emparer des bijoux. Les agents de sécurité ne les confrontent pas. Ils s'empressent d'évacuer les visiteurs, suivant les protocoles prévus pour protéger la foule. Dans son bureau, la directrice saisit le téléphone et appelle le commissariat le plus proche. Un vol est en cours et l'intervention est une extrême urgence. Encore 2 minutes. Au centre de commandement, le chef d'équipe presse un bouton spécial relié directement au siège de la police parisienne. Une alerte s'affiche sur tous les écrans. Chaque porte du musée doit être immédiatement scellée. Et pourtant, 1 minute plus tard, les voleurs ressortent par la même fenêtre et prennent la fuite vers l'est, où 2 complices les attendent sur des scooters. Ils filent dans les rues de Paris, abandonnant une veste de chantier jaune et plusieurs outils dont une disqueuse sans fil. Sur place, les agents de sécurité empêchent l'un des voleurs d'incendier le camion équipé du monte-charge. Plus tard dans la journée, la couronne sertie d'émeraude de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, ornée de plus de 1300 diamants, est retrouvée abandonnée à l'extérieur du musée. Les voleurs, eux, s'échappent avec 8 autres pièces d'une valeur historique inestimable. Le musée rouvre ses portes 3 jours plus tard, le 22 octobre. Plus d'une centaine d'enquêteurs travaillent sur l'affaire, assistés par des experts en criminalistique qui examinent les images de surveillance et 150 échantillons prélevés sur la nacelle, dans le musée et sur les objets laissés derrière eux. La police soupçonne une aide interne, quelqu'un connaissant la routine du Louvre, les horaires des gardiens et même le déclenchement des alarmes. Dans un laboratoire stérile, les experts légistes analysent un gant, un casque et un gilet de sécurité jaune, chacun présentant des traces d'ADN. Les indices suggèrent l'implication de réseaux organisés de vol de bijoux à l'échelle européenne. Certains pointent même le gang des Pink Panthers, célèbre pour ses braquages éclairs et non violents de Monaco à Genève. 5 jours plus tard, le 25 octobre, l'enquête se resserre sur la Seine-Saint-Denis. Les équipes de surveillance observent chaque porte et interceptent tous les signaux téléphoniques. La nuit tombe et l'attention gagne le centre de commandement. À 22h, les officiers interviennent à l'aéroport Charles de Gaulle. Un homme avance calmement vers sa porte d'embarquement, persuadé que son évasion est imminente. Il n'atteindra jamais l'avion. À 22h30, une autre équipe se rassemble devant un petit appartement au nord de Paris. Leurs oreillettes grésillent. Le signal est donné. En quelques secondes, la porte est forcée. Des cris retentissent et tout s'achève. Les enquêteurs répertorient chaque indice. Fragments d'ADN, outils calcinés, éclats de verre. Les 2 hommes paraissent n'être que des pions dans le dessein d'un autre. Jusqu'à présent, les véritables instigateurs, ceux qui ont imaginé et coordonné le vol du Louvre, demeurent des ombres, quelque part dans la nuit. Mais ce n'est pas la première fois que les alarmes du Louvre se font entendre. Le musée a toujours été à la fois une forteresse et une cible. Nous sommes le 21 août 1911. La lumière matinale envahit le salon carré. Les visiteurs avancent en silence devant des rangées de tableaux de la Renaissance. Parmi le personnel se trouve Vincenzo Perugia,
un Italien d'une trentaine d'années. Il porte son ancien uniforme du Louvre, les mêmes habits qu'à l'époque où il y travaillait comme menuisier. Il connaît les salles, les gardiens et leurs habitudes. Et il sait que le lundi, le musée est fermé au public. Il entre sans attirer l'attention. La Joconde, alors perçue comme une œuvre certes élégante, mais pas encore mondialement célèbre, de Léonard de Vinci, est suspendue modestement entre deux tableaux. Sans hésiter, Perugia la décroche, la retire de son cadre protecteur qu'il avait contribué à fabriquer, et dissimule le panneau sous sa blouse. Il emprunte un escalier de service et s'évanouit dans le matin parisien, emportant avec lui le sourire le plus célèbre au monde. Plus d'une journée s'écoule avant que l'on ne constate la disparition du tableau. Un artiste de passage, venu le copier, contemple l'espace vide sur le mur. Il ne reste que 2 crochets de fer. Le personnel suppose que l'œuvre a été retirée pour être photographiée ou nettoyée. Mais lorsque le chef de la sécurité appelle le service de photographie, nul n'est au courant et la panique gagne les lieux. L'enquête qui suit est trépidante. Les journaux de toute l'Europe relaient l'affaire. Les détectives interrogent artistes, collectionneurs et employés de musées. Même un jeune Pablo Picasso est convoqué après que la police découvre qu'il avait acheté, des années plus tôt, 2 têtes ibériques volées au Louvre. Picasso, visiblement effrayé, les restitue aussitôt et est mis hors de cause. Les mois passent, puis les années, et les pistes s'épuisent. Enfin, en 1913, une lettre parvient au bureau d'un marchand d'art à Florence. Perugia, sous le pseudonyme de Leonardo, propose de vendre la Joconde, affirmant vouloir restituer ce chef-d'œuvre à l'Italie. Lorsque le marchand et le directeur de la galerie des offices le rencontrent dans une chambre d'hôtel, ils ouvrent le double fond d'une malle, et elle apparaît. Lors de son procès, Perugia soutiendra avoir agi par patriotisme, persuadé que le tableau avait été volé à l'Italie. En réalité, Léonard l'avait peint en France, et le roi François Ier l'avait acquis légalement en 1518. Le tribunal le condamne à une brève peine de prison. Mais entre-temps, ce qui n'était qu'un discret portrait de la Renaissance devient la peinture la plus célèbre de la planète. Les failles de sécurité continuent de hanter le Louvre. En 1966, une collection de bijoux anciens prêtés à un musée de Virginie disparaît sur le trajet du retour vers la France. Les joyaux sont retrouvés plus tard dans un sac de provisions à New York. 10 ans après, en janvier 1976, une peinture flamande s'évanouit. En décembre, des hommes masqués escaladent un échafaudage, franchissent une fenêtre du 2e étage et dérobent une épée sertie ayant appartenu au roi Charles X. L'arme ne sera jamais retrouvée. Puis vient 1990. Des voleurs pénètrent dans le musée en plein jour et découpent un petit Renoir de son cadre. Ils s'enfuient avec lui et avec 12 bijoux romains antiques. 5 ans plus tard, 2 autres objets disparaissent en l'espace d'une semaine. Et en 1998, un tableau de Camille Corot est découpé de son châssis et s'évanouit. Il demeure introuvable des décennies plus tard. Chaque vol suscite la même interrogation. Comment le musée le plus fréquenté du monde, doté d'alarmes modernes et de caméras, peut-il rester si vulnérable? Les critiques dénoncent des systèmes obsolètes et une surveillance défaillante. Le Louvre répond par des modernisations, du verre renforcé et des détecteurs de mouvement, allant jusqu'à commander un audit de sécurité complet ces dernières années. Mais malgré toutes ces précautions, aujourd'hui encore, plus d'1 siècle après que la Joconde a inscrit son sourire dans l'histoire, le retentissement lointain d'une alarme évoque toujours l'écho de cette matinée audacieuse de 1911.